Bien le bonjour. Donc j'ai la lourde tâche d'ouvrir cette conférence et je me suis dit que pour ouvrir le talk qui ouvre la conférence, j'allais prendre cette citation de Bramsci que j'aime beaucoup, qui dit « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Là, il y a des gens qui pensent peut-être que je vais parler de safe. En fait, je vais juste parler d'agilité. Pour moi, il y a cette citation qui représente bien un malaise que je peux croiser régulièrement, que je peux voir assez fréquemment. C'est une citation qui dit donc apparemment ce truc Scrum est tellement bien que vous avez besoin d'une personne dans chaque équipe pour obliger les gens à le faire. Et quand on voit certaines organisations, on sent que c'est un petit peu le cas quand même. Et surtout que moi, j'ai pendant longtemps été plutôt accompagnateur d'équipes de développement et donc j'avais le côté vraiment des développeurs qui me parlaient en off, c'est-à-dire pas devant leur manager et qui me disaient « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Et le problème en fait, c'est que non seulement ils me disaient « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» mais on se rend compte qu'il y a pas mal de signataires du manifeste, qui étaient justement eux aussi développeurs, qui se disent aussi « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, vous avez quand même une série d'articles avec des titres pas piqués des hannetons, le business agile construit sur du sable, la tragédie du craftsmanship, les développeurs devraient abandonner l'agilité, la faillite de l'agile, il est temps de tuer l'agile, la gueule de bois agile, et là-dedans vous avez 6 des 13 signataires quand même, plus quelques grands développeurs, qui prennent position de manière très très forte contre l'agilité. Ce qui est quand même paradoxal pour des gens qui pendant très très longtemps ont été de grands défenseurs de cette approche. Donc c'est un peu pour ça que je me suis dit que j'allais créer une conférence qui allait essayer de répondre un petit peu à cette question de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un mouvement qui avait été créé quand même initialement par des développeurs, pour des développeurs, se retrouve à être détesté et abjuré par ces mêmes personnes. Et donc ce que je vous propose, c'est déjà de vous présenter un petit peu la transformation agile traditionnelle. Donc là, je vous ai préparé une petite conf qui s'appelle Agile 101. On va commencer l'agilité. Basiquement, avant, vous aviez des gestionnaires de projet. Maintenant, vous avez des product owners ou des project managers agiles ou 3.0, ça dépend. Avant, vous estimiez en jour homme. Maintenant, vous estimez en points que vous convertissez en jour homme. Avant, vous aviez du reporting et vous traquiez l'avancement. Maintenant, vous traquez l'avancement, sauf que vous faites un burn down chart, donc c'est plus joli. Avant, vous mettiez en prod tous les 6 mois. Maintenant, vous mettez toujours en prod tous les 6 mois, mais vous avez officiellement des sprints de 2 semaines. Et là, nous avons notre transformation agile qui est réussie, tout le monde est content. Généralement, les gens viennent après faire des confs de feedback en disant comme on a bien réussi à transformer notre organisation, on a coché toutes les cases des buzzwords qui étaient dans le Scrum Guide. Le problème, c'est que 6 mois après, on commence à avoir des questions qui apparaissent, du genre comment est-ce qu'on devient bon à traquer la vélocité, à estimer nos projets, nos user stories, comment est-ce qu'on construit notre roadmap, comment est-ce qu'on travaille notre backlog, comment est-ce que l'on arrive à faire des burn down charts qui servent à quelque chose, parce que finalement c'est chiant de la mettre à jour tous les jours, et puis on se rend compte qu'en fait elle a une forme qui fait de l'horizontale, et puis ensuite ça se crache parce qu'on a dépriorisé toutes les stories pour réussir à la fin du sprint. Comment est-ce qu'on synchronise les stories dans Jira ? Et là, vous arrivez à une situation où vous avez des stories qui n'ont plus qu'un numéro de ticket dans Jira. Déjà vécu. Triste. Inutile. Beaucoup de temps perdu, beaucoup de gens qui finalement se posent des questions en se disant « Bon, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc là arrive une solution, généralement, c'est qu'on n'est pas assez agile. On a voulu être agile, maintenant il faut qu'on soit plus agile. Et généralement, ce que les gens comprennent là derrière, c'est qu'on n'a pas suivi le Scrum Guide suffisamment à la lettre.
Donc ils vont réouvrir le Scrum Guide et ils vont essayer d'analyser tous les mots du Scrum Guide afin de réappliquer encore plus de process agiles. C'était sans doute ça le problème. Et à chaque fois que je vois ce genre de comportement dans une entreprise, ce qui est normal quelque part, hein, l'organisation, l'entreprise se retrouve face à une situation qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Moi, ça me fait beaucoup penser au Shadok. Il vaut mieux pomper, même s'il ne se passe rien, que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Et c'est assez vrai. Et donc là, on commence à avoir des trésors d'ingéniosité, des trésors de créativité, et on arrive sur ce genre de choses. Ça, très personnellement, quand j'arrive dans une équipe et qu'il y a un mur, parce que généralement ça c'est des murs, il y a besoin d'un escabeau pour accéder à certaines stories. C'est très simple, je veux dire, j'arrache le truc. Un bon board agile, ça a maximum 2 mètres de large et 1,50 m de haut. Au-delà, il ne sert plus à rien. Au-delà, vous avez des gens qui sont à temps plein pour essayer de maintenir ce truc. Et il n'apporte plus aucune valeur à l'équipe, si ce n'est de faire monter la pression artérielle de tous les développeurs dès qu'ils rentrent dans la pièce. Vous aviez un développeur, il était tranquille le matin, il voit ça, il passe à 18. Et puis, parce que bon, quand même, quand on finit par empiler de l'agile sur de l'agile, sur de l'agile, sur de l'agile, on se met à faire des scrums de scrum, on se dit tiens, il faut qu'on synchronise des scrums avec des scrums, et on finit avec ce genre de merde qui, pour quelque chose qui était censé être orienté sur l'utilisateur, ressemble plus à une carte de Où est Charlie concernant ce même client. En fait, le problème, c'est que tout ce que vous avez vu ici, c'est des symptômes de quelque chose. Ce ne sont pas des causes. Et vous avez passé votre temps en fait à essayer de corriger les symptômes. C'est un peu comme quelqu'un qui a mal à la tête parce qu'il a une méningite et qui bouffe de l'aspirine. Alors mon père l'a fait, il a fini aux urgences avec un œdème de quinque et une méningite à traiter par-dessus. Et c'est à peu près la même chose que l'on voit en fait dans ce genre d'organisation, c'est qu'ils ont un mal de tête et donc ils vont s'empiffrer d'aspirine espérant diminuer le symptôme alors que le mal est beaucoup plus profond. Et le mal en fait il vient de cette vision que j'aime bien rappeler sous ces 3 axes. C'est que je souhaiterais vraiment opposer des organisations qui sont sur du command and control, qui ont donc des pratiques managériales, je reviendrai après, d'organisations qui sont basées sur la notion de produit et sur la notion d'ingénierie logicielle. Et là, on peut commencer à parler d'agilité. Le management agile est personnellement, et je sais que je ne suis pas le seul, quelque chose que je considère qui n'existe pas. C'est impossible. Et je reviendrai après sur le pourquoi. En gros, c'est passer d'une démarche où on avait des projets informatiques à une démarche où on développe des produits. Et c'est vraiment là où se trouve le shift que la plupart des organisations sont incapables de réussir. Et pourquoi sont-elles incapables de le réussir? Eh bien, la première raison, on va aller la chercher par là. J'aime beaucoup cette citation d'Alan Kay qui dit « La plupart des logiciels aujourd'hui sont à peu près construits comme les pyramides égyptiennes, c'est-à-dire avec des millions de briques que l'on empile les unes sur les autres, avec aucune intégrité structurelle, juste fait par la force brute et des milliers d'esclaves. » Alors Alan Kay, c'est un des pères de l'informatique moderne. C'est quelqu'un qui connaît un petit peu ce dont il parle. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de situations comme ça où on a l'impression en fait que l'organisation c'est une galère, au sens propre du terme pour certaines, où tout le monde rame, au sens propre du terme aussi pour certaines, et où on a soudainement une direction et des managers qui se disent on voudrait être agile comme peut l'être un voilier, et qui se rendent compte que ben, en fait, la galère, elle ne manœuvre pas aussi facilement qu'un voilier, ils ne comprennent pas vraiment, et donc là, on arrive avec plein de questions du genre comment est-ce qu'on pourrait améliorer l'engagement de nos rameurs? Parce que ça doit être ça le problème, ils ne sont pas assez engagés pour l'entreprise, et donc ils ne rament pas assez fort. Le problème là derrière, en fait, c'est qu'une galère et un voilier, ce sont 2 objets techniques qui n'ont rien à voir. Ce sont 2 types de navires qui n'ont pas du tout les mêmes fondations, qui n'ont pas du tout la même conception. Et dans cette citation, justement, il y a quelque chose d'assez intéressant
qui est l'intégrité structurelle du logiciel, parce que justement, très souvent, le premier problème, il vient de là. C'est que les pratiques d'ingénierie que l'entreprise a ne sont pas adaptées aux contraintes que lui font peser l'agilité. L'intégrité structurelle, en gros, c'est la capacité d'un système à continuer à délivrer de la valeur sous stress. Basiquement, un avion, tant qu'il maintient son intégrité structurelle, il vole. Quand il ne maintient plus son intégrité structurelle, on évite. Tout objet, tout système a un stress qui lui est appliqué pendant son fonctionnement. Ce stress, ça peut être des forces physiques, ça peut être du frottement, mais ça peut aussi être, dans le logiciel, du nombre d'utilisateurs. Ça peut être de la dette technique, le fait que l'on n'arrive pas. Tout ça sont des éléments de stress pour le système. Et le problème, c'est que si le stress augmente au-delà d'un certain point, on atteint un moment de bascule où le système s'effondre. Et en fait, mon premier point, il est là. C'est que lorsque vous êtes en fait en situation de développement agile, vous avez un stress sur la conception du logiciel qui va venir s'appliquer et qui est un stress qui, jusqu'à présent, n'était souvent pas ressenti de la même manière par les équipes, qui est un stress lié à la vitesse de changement que l'on demande aux équipes d'ingénierie. L'idée de l'agile, quand même, c'était justement de pouvoir dire fréquemment, régulièrement, on a le droit de changer ce que le logiciel est censé faire. On a le droit de l'adapter à la découverte que l'on a eue de notre marché. Le problème, c'est qu'avec ces cycles de découverte qui sont extrêmement courts, vous demandez aux équipes de développement de changer très régulièrement la conception de leur logiciel. Et donc, s'ils n'ont pas des pratiques d'ingénierie logicielle qui permettent d'absorber ce stress, vous avez un superbe logiciel qui, au bout d'un an d'agilité, est à recommencer. Et donc là-dedans, mon petit préféré, c'est le projet de refonte en mode agile qui s'écrase comme une merde au bout d'1 ou 2 ans de développement après avoir coûté quelques millions. Et le pire là-dedans, c'est que non seulement ça a coûté de l'argent à l'entreprise, mais un système, en fait, n'est pas composé que des objets techniques. Un système, il est aussi composé des gens qui le composent, et c'est là où vous faites le plus de dégâts dans ce genre de situation. C'est là où on commence à avoir cette réaction épidermique de dire l'agilité, c'est de la merde. C'est là où on commence à avoir des conférences de développement qui refusent tout talk qui parlerait d'agilité. Parce que le pire dans tout ça, c'est que avant, dans l'organisation que ces gens connaissaient, ils avaient un mode de défense. Ils pouvaient se dire c'est pas de ma faute, c'est le management, c'est le contexte. Je ne suis pas responsable du fait que ça ne marche pas. Je suis dans une chaîne hiérarchique établie. Je n'ai fait que ce que l'on me demandait. Dans l'agilité, en plus, vous leur avez redonné la responsabilité de leurs actes sans leur donner les moyens de prendre cette responsabilité. Maintenant, ces gens, ils ne peuvent plus se défendre de cette manière. Intellectuellement, ils n'ont plus le droit de se dire « je n'ai fait que mon boulot ». Puisque justement, un des grands principes, c'est le fait de les remettre en situation de pouvoir. Mais faut-il encore qu'ils soient capables, justement, de créer ces systèmes qui résistent à ce stress. Et pour ça, vous avez besoin de plusieurs démarches d'ingénierie logicielle très spécifiques et qui sont finalement assez difficiles à maîtriser. La première, c'est cette capacité à passer du code source d'un état à un autre. Encore une fois, cette vitesse de changement implique une vitesse de changement dans le code source du logiciel. Ça implique une vitesse de changement qui est permanente et qui nécessite justement ce que l'on appelle du refactoring. Ce refactoring, d'ailleurs, pour pouvoir changer la forme du code source, pour l'adapter à de nouveaux contextes métiers, vous avez besoin de vérifier qu'il continue de fonctionner, parce que sinon vous allez empiler des bugs. Et c'est notamment pour ça que l'on conseille très fortement, si ce n'est que l'on oblige, les équipes qui souhaiteraient être agiles,
à faire du TDD. C'est pas juste pour faire chier, c'est juste que sans ça, vous perdez cette capacité justement à maintenir l'intégrité structurelle du logiciel sous un stress conséquent qui est lié à la vitesse de changement de sa propre conception. Le deuxième point qui est important là-dessus, c'est la capacité d'un logiciel à être constitué de modules qui peuvent facilement être supprimés pour être changés par des modules qui correspondent à notre nouvelle compréhension. Et là, je ne parle pas de petits changements, là je parle de potentiellement pouvoir changer la base de données, pouvoir changer un système de facturation, pouvoir changer un système de paiement. Ce genre de choses doit être possible en quelques jours. Donc quand je vois certaines entreprises qui le font en plusieurs mois, voire années, vous pouvez être sûr que ce qu'il leur manque, c'est cette capacité à avoir découplé leur logiciel. Et ça, pour le coup, c'est très très difficile en termes de conception logicielle de correctement le faire. Ça, c'est une des pratiques les plus difficiles à maîtriser. Parce que là, vous rentrez réellement dans une notion d'expérience. Aucun étudiant en informatique ne sort d'école en ayant travaillé avec des projets qui peuvent avoir 15 ans d'âge, qui ont plusieurs dizaines de millions de lignes de code. Personne n'est prêt, en fait, à ces contextes, à ces niveaux de complexité. Et le problème, c'est que si jamais ce découplage n'est pas fait correctement, quand vous souhaitez supprimer un bloc, vous tirez tout le logiciel avec. Quand vous avez une partie du logiciel qui souhaite mourir, parce que malheureusement elle est arrivée à la fin de sa belle vie, tout le logiciel souhaite mourir avec. Vos projets de refonte qui sont impossibles, parce que quand vous tirez un petit bout, il y a tout qui s'arrache avec. C'est ce problème-là. Et ce problème-là, en fait, il va être accéléré par justement un stress sur les changements. Parce que plus vous changez vite, sans avoir ces pratiques qui sont en place en termes d'ingénierie logicielle, plus vous allez créer du couplage entre vos composants, et plus vite vous avez un logiciel qui finalement va pourrir. Et c'est pour ça que le premier point qui est très important, c'est que c'est l'excellence technique, ce sont les pratiques d'ingénierie logicielle qui permettent derrière de pouvoir espérer être agile d'un point de vue business et non l'inverse. Ça ne sert à rien d'avoir un business qui est agile si vos pratiques et votre ingénierie logicielle n'est pas à la hauteur. C'est un pari perdu d'avance. Et c'est un pari qui va broyer des organisations, des logiciels et des personnes là-dedans. Et c'est pour ça, quand je vois des organisations qui démarrent leur démarche de transformation agile par coacher tout le management intermédiaire, je me dis qu'elles n'ont rien compris. Et que bien sûr, elles n'arriveront pas à trouver des développeurs. Et bien sûr, ça n'améliorera pas la qualité des logiciels qu'elles produisent, leur vitesse de mise sur le marché. Parce que ces organisations ne sont pas prêtes d'un point de vue d'ingénierie logicielle. Malheureusement, ce n'est pas la seule cause. J'aime beaucoup cette citation aussi qui dit la définition habituelle du management est de dire qu'il faut est d'obtenir un travail effectué par des humains. Mais la vraie manière de faire du management, c'est plutôt de permettre aux humains de grandir à travers leur travail. Bon, on se comprend bien que très très souvent cette deuxième partie est complètement oubliée, voire non enseignée. Et c'est pour ça que je vous ai préparé un petit cours de Management 101, histoire que l'on discute un petit peu de ce qui se passerait si vous preniez un cours de management. Alors, en plus, j'ai eu la chance d'en donner. Donc là, je vous ai préparé une version extrêmement raccourcie en 10 minutes de temps de ce que vous devez savoir pour manager n'importe quel projet. Première chose, vous avez 2 questions auxquelles vous devez répondre tout le temps. Combien ça va coûter? Combien ça a coûté? Quelle est la différence entre les deux? Vous avez donc le budget provisionnel, vous avez le destructeur des illusions. Putain, on est encore en retard. Et puis ensuite, vous essayez de faire en sorte que lorsque vous prenez le temps que ça a pris et le temps que ça a coûté, que ce soit inférieur à ce que vous aviez prévu. Donc là, après, il y a plein de combines. Vous pouvez vous amuser à redistribuer le temps sur d'autres projets, à créer des situations où vous avez fait de la R&D. Voilà, plein de techniques. Je ne rentrerai pas dans les détails, on n'a que 10 minutes. Mais une fois que vous avez répondu à ces 2 questions, normalement, vous êtes prêts.
C'est des questions faites. Ensuite, vous vous amusez à les reposer à peu près toutes les demi-journées à l'ensemble de vos collaborateurs. Et vous faites un tableau Excel avec, afin de pouvoir traquer en permanence à quel point vous êtes dans la merde. La question, en fait, quand je vois, en fait, parce que finalement, malheureusement, on a beau parler de management agile ou ce genre de choses, on en revient toujours à ces deux putains de fondations, en fait. Quand j'entends une équipe qui dit oui, ça va prendre combien de temps, ou, pardon, combien de story points cette story fait, en fait, derrière, vous êtes en train de poser cette question. Quand vous êtes en train d'essayer de mettre à jour votre putain de Jira ou faire vos putains de burn down chart, c'est cette question que vous êtes en train d'essayer de poser. Alors, ça a des nouveaux noms, donc ça paraît plus cool. Mais on est toujours sur du management à la papa. Je veux dire, là, on est fin 19e siècle. On est dans les usines Ford. Ça n'a pas changé. Alors, c'est très bien de mettre un vernis par-dessus, mais fondamentalement, rien n'a changé. Vous posez juste un peu différemment ces questions. On dirait presque du passif-agressif dans cette manière-là, d'ailleurs. La question que je pose, c'est, mais ça a quelle putain de valeur pour l'entreprise? Combien l'entreprise peut espérer de retour sur investissement par rapport à ces questions? Combien ça va lui rapporter à l'entreprise de répondre à cette question? Combien ça lui rapporte? Combien d'argent elle va faire grâce à cette réponse? Elle n'en fait pas. Elle n'en fait pas de l'argent avec cette réponse, très simplement parce que, justement, cette réponse n'est pas liée à quelque chose qui rapporte. Elle est liée, en fait, à une stratégie de gestion du risque. En fait, l'entreprise, quand elle pose ces questions en permanence et qu'elle fait chier tout le monde pour que tout le monde réponde à ces questions, c'est parce que l'entreprise, elle vient de dépenser de l'argent. Qu'une entreprise, c'est quand même un truc qui est censé faire de l'argent avant tout. Et ça, c'est quand même... Alors, c'est sympa de dire, oui, on a des valeurs humanistes devant ça, mais bon, l'objectif premier, c'est, enfin, à moins que vous soyez une ONG, c'est de faire de l'argent. Et donc, quand une entreprise met de l'argent quelque part, l'entreprise veut de l'argent en retour. Et donc, quand elle avance de l'argent, elle veut vérifier que l'argent qu'elle a avancé correspond bien à ce qu'elle espère obtenir à la fin. Et donc, pour ça, vous avez une stratégie de mitigation du risque qui est mise en place à travers ces deux questions. Et une fois que vous avez pu avoir une idée du risque qui est en train de prendre l'entreprise sur les montants qu'elle vous a confiés en tant que manager, vous avez accès à 3 superbes leviers magiques que sont le temps, les ressources et le scope. Avec une superbe équation, le scope, c'est le temps fois les ressources. Donc bienvenue chez Taylor, rien n'a été inventé depuis. Je veux dire sincèrement, quand vous prenez des cours de management traditionnels à la fac, c'est exactement ça qu'ils vous enseignent. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus long, ils expliquent beaucoup plus de choses autour, mais à la fin, ça revient à, ok, combien ça va coûter, combien ça a coûté, j'ai 3 leviers magiques, je peux appuyer dessus et arranger la situation. Ce qui est assez amusant, en fait, c'est que si on s'intéresse à ces 3 leviers, on se rend compte que ça marche pas toujours. Déjà, le temps, j'aime beaucoup cette loi, c'est la loi de Hofstadter qui dit que ça prend toujours plus de temps que ce que l'on espérait, même en prenant en compte la loi de Hofstadter. Et bon, ça, j'ai une petite blague aussi qui, je trouve, est très très bonne pour illustrer ces questions, c'est de dire une tâche de développement, en fait, n'a que 3 états. Donc, pas encore commencé, c'est à faire, terminé, et bientôt fini. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous demandez de l'avancement à des développeurs, c'est j'ai pas commencé, j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini, j'ai bientôt fini, j'ai bientôt fini. Non mais là j'ai vraiment bientôt fini. J'ai bientôt fini, j'ai fini. Bon, en fait, bientôt. Et puis j'ai fini et voilà. Et parce qu'en fait on est nul là-dedans, en fait, parce que c'est un travail intellectuel. C'est un travail intellectuel, ce truc. Alors bien sûr, quand vous êtes en train de monter une bagnole et que vous savez que le mec il doit mettre 3 vis sur 3 emplacements, vous pouvez calculer le temps qu'il va mettre à déplacer son bras avec la visseuse, machin. Donc là, ça marche. Mais quand on parle d'utiliser le cerveau des gens, ça marche moins bien. Alors c'est quand même un peu con de continuer à utiliser ces techniques qui sont quand même dédiées normalement maintenant à des machines-outils. Bon, donc le temps, ça marche pas. Alors, par contre, quand on est en retard, on peut mettre plus de ressources. Alors là, dessus, petite intermède personnel. J'avais demandé une fois à avoir effectivement quelques développeurs supplémentaires et j'ai la responsable des ressources humaines qui est venue me voir extrêmement contente en me disant « Arnaud, tu vas être super, super content
Tu avais demandé 2 devs, je vais t'en fournir 4 parce qu'on a pris des apprentis. Alors, c'est bête, comme ça fait rire, mais en fait, il y a beaucoup de situations qui ressemblent à ça. C'est le projet est en retard, vite, il faut que je reprenne une nouvelle pelletée de 50 consultants auprès de ma SS2I préférée, qui n'a peut-être plus les moyens de me les fournir, donc je vais devoir m'adresser à la deuxième SS2I que j'ai classée dans l'ordre de la qualité qu'elles arrivent à me produire de temps en temps. Là-dessus, 9 femmes ne font pas un bébé en un mois. Voilà. C'est une réalité biologique et c'est une réalité aussi, malheureusement, dans l'aspect des projets informatiques. Doubler le nombre de développeurs va plutôt vous faire ralentir énormément que vous faire gagner 2 fois plus de temps. Parce que tout simplement, en fait, il va falloir que vous preniez le temps d'expliquer aux gens que vous venez d'amener le contexte métier, le contexte technique, l'architecture, les habituer à des façons de développer. Vous allez devoir communiquer avec eux. Vous allez devoir potentiellement embaucher des gens pour faciliter cette communication. Et donc là, vous venez de doubler, voire de tripler vos coûts, et vous avez un gain en productivité qui va être négatif, surtout si vous êtes déjà en retard. L'ensemble de l'équipe est stressé, donc personne n'a de temps pour former ces nouveaux arrivants, et vous obtenez une équipe qui donne l'impression d'être une espèce de basse-cour avec des poulets sans tête qui sont en train de chier un peu partout sur le système d'information. Donc il nous reste le scope. Ouais, mais sauf que ça, attendez, c'est ce qu'on a signé. C'est mort. Enfin, je veux dire, si jamais on fait ça, il y a le département achat, ils vont devenir fous. Ils vont nous obliger à renégocier des contrats, à nous faire baisser nos... C'est pas possible, on peut pas. Donc en fait, basiquement, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Et vous pouvez tenter ce que vous voulez, vous êtes dans la merde. Enfin, je veux dire, à un moment donné, enfin moi ça a été une vraie révélation. J'ai été dans ce genre de situation personnellement, hein, mais le jour où on réalise que de toute façon, quoi que l'on fasse, on est dans la merde, c'est très libérateur. Parce qu'on est dans la merde, on se dit de toute façon, je ne vais pas m'en sortir. Donc, lâcher prise. The subtle art of not giving a shit. Très très pratique dans ce genre de situation. Alors en réalité, en fait, il y a un des éléments de ce triangle que vous avez le droit de modifier, mais avant ça, on va parler surtout de la partie du triangle qui n'apparaît pas, et qui pourtant en fait est présente au centre, et qui généralement est ce sur quoi on va venir taper en priorité. Voilà. Ah oui, et puis après, surtout, quand les managers viennent me parler de surqualité, alors, allez vous faire foutre pour ceux qui le font. Ça n'existe pas, en fait. Soit vous avez des développeurs qui sont en train de s'amuser, et donc qui effectivement ne livrent pas de la valeur business pour le client, soit ils sont juste en train de faire ce qu'ils estiment être ce qu'il faut faire, et dans ce cas-là, il vaut mieux les laisser faire, parce que généralement, c'est eux qui travaillent avec le code source. Parce que là, derrière, en fait, ce que vous allez avoir, c'est du stress, de la colère, vous avez des gens qui n'ont plus vraiment... Enfin, le matin, vous le sentez que dans l'équipe, l'énergie... Et c'est là, en plus, souvent, où on dit, ouais, il faudrait qu'on augmente l'engagement des salariés, on va mettre des lampions dans les salles, et on va mettre un baby-foot, et de toute façon, tout le monde est tellement stressé que personne n'aura le temps d'y jouer, et on comprend pas, putain, on n'arrive pas à retenir nos talents, et oui, bon. Vous avez en plus du software qui pourrit, vous avez des défauts, vous avez des clients qui sont pas contents, qui vous disent, ah, mais ça continue à bugger, vous êtes là, oui, mais bon, vous comprenez, mais... Oui, vous n'avez juste pas laissé le temps aux choses. Parce que la seule chose, en fait, sur laquelle on peut réellement agir, sans que ce soit catastrophique, eh bien, en fait, c'est ce scope. C'est le seul. C'est le seul. Le temps, aucune idée. Alors, on peut avoir à peu près une idée, mais globalement, aucune idée. Les ressources, déjà, choper 4 bons devs, c'est chaud. Alors, 50, je ne vous explique pas. De toute façon, si vous êtes en retard, rajouter des devs dans une équipe, c'est mort. Et puis, en fait, finalement, sincèrement, si jamais on est un peu honnête avec nous-mêmes et qu'on regarde les logiciels qui ont pu être produits, la quantité de features qui ne sert à rien dedans est quand même assez hallucinante. Le nombre de trucs qui ont été faits parce qu'il y avait un mec qui a voulu se faire plaisir ou qui a eu une idée le matin en se brossant les dents et qui s'est dit « Ouais, il faut absolument que je mette dans mon cahier des charges », c'est quand même assez affolant. Voir les logiciels qui sont carrément abandonnés alors qu'ils ne sont même pas encore mis en production. Moi, j'ai bossé pour le secteur public pendant un certain temps.
Je me suis rarement senti plus inutile dans ma carrière qu'à ce moment-là. Je crois que j'ai à peu près développé, géré 5-6 projets. Il y en a peut-être 2 qui servent à quelque chose aujourd'hui. Les autres ont été mis à la poubelle. Parce qu'en fait, ils avaient été décidés par un mec qui avait aucune idée de comment bosser les gens. Et il s'était fait plaisir. Il avait imaginé plein de fonctionnalités, plein de cas d'usage qui ont coûté très très cher à la collectivité, mais qui en fait n'étaient pas du tout ce dont on avait besoin. Donc très souvent, en fait, c'est plutôt une bonne chose que de venir se poser la question permanente de, en fait, c'est quoi le prochain truc qui amène le plus de valeur possible dans mon logiciel? Plutôt que d'être en mode YOLO. J'ai plein d'idées, je les mets toutes, et puis après on va embaucher plus de devs, et on va prendre plus de temps. Et non. En fait, pourquoi est-ce que notamment il y a certaines startups qui arrivent à défoncer des grands groupes? Genre défoncer, c'est genre vous avez maintenant des groupes comme la Maïf, ou Groupama, ou la Matmut, qui commencent à avoir peur de Alan. Je veux dire, Alan, c'est une startup, les mecs, ils ont 50 gars, ils font je sais pas combien de chiffre d'affaires, ils sont nuls, quoi. Pourtant, ils ont peur. Parce qu'ils arrivent à les défoncer justement parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et en n'ayant pas de moyens, ils sont obligatoirement limités sur le nombre de personnes qu'ils peuvent avoir et sur le temps qu'ils ont. Ils vont bientôt mourir, parce que c'est une start-up. Et ils n'ont pas assez d'argent, de toute façon, pour embaucher 600 personnes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent les fonctionnalités qui ont le plus de valeur ajoutée. Et bizarrement, en ne choisissant que les fonctionnalités qui ont le plus de valeur ajoutée, ils arrivent à avoir un produit qui défonce la concurrence. C'est ce qu'on appelle le scarcity mindset, en fait. C'est cette idée qu'avec moins, on fait souvent beaucoup mieux que la concurrence. Parce que justement, on remet la priorisation là où elle est. Quand on est dans un grand groupe, le projet, il dépasse. Mais bon, à la base, il faisait déjà 2 millions. Si on a cramé 400 000 balles de plus dessus, c'est pas si grave. On arrive à avoir des rallonges de budget. Quand vous êtes une start-up, potentiellement 400 000 balles, c'est ce que vous avez levé. Donc vous ne pouvez pas vous amuser à faire ce genre de choses. Et c'est très très important justement. C'est cette question. Et encore une fois, qu'est-ce qui a de la valeur pour le client final, par pitié? Pas qu'est-ce qui a de la valeur pour le mec qui gère le projet, quoi. Le nombre de mecs qui gèrent un projet mais qui ne savent pas en fait comment il va être utilisé, dans quel contexte. Le pire, c'est des gens justement en fait qui sont par exemple, j'ai eu le cas, mais qui font du management en hôpitaux, mais ils n'ont jamais eu la moindre fonction médicale. Et ils imaginent les fonctionnalités. Donc forcément, après, quand vous le montrez au corps médical, le corps médical, il vous dit, mais putain, mais c'est quoi cette merde? Et en plus, on n'en veut pas, parce que je veux dire, si jamais le logiciel a un problème, nous, derrière, on tue le patient. Donc déjà, hein, si vous ne pouvez pas changer le scope, abandonnez l'idée de faire de l'agile, c'est mort. C'est mort, voilà. Je préfère le dire clairement parce que des fois, je sais que j'ai pas été assez clair. Maintenant, c'est assez systématique avec un client. Je leur demande est-ce qu'on a le droit de dégager plein de fonctionnalités. Ils me disent non. Je dis allez, ciao. Vous ne pourrez pas être agile, voilà. Vous trouverez peut-être quelqu'un qui sera prêt contre paiement à vous donner cet agrément, mais ce ne sera pas moi. Et donc, en fait, la question derrière qui se pose, c'est mais comment est-ce que l'on change notre stratégie de mitigation des risques? Parce que quelque part, il y a énormément qui vient de là. Il y a énormément qui vient du fait que l'entreprise, pour gérer son risque, elle veut avoir ce reporting. Et c'est ce besoin de reporting qui va tirer derrière quasiment tous les problèmes que l'on peut voir apparaître sur le système d'information. Et là, je me rends compte que j'ai appuyé dans le mauvais sens. Et pour ça, j'aime beaucoup effectivement cette quote aussi d'Alan Kay qui dit « La meilleure façon de prédire le futur est de l'implémenter ». Et en fait, quand on le dit comme ça paraît très très bête, mais en fait, c'est pas mal intelligent. En gros, la stratégie des risques pour gérer ce risque que l'agilité en fait a essayé de proposer, et qui vient aussi du lean en grande partie, c'est de faire le bon produit et de le livrer. C'est ouf, hein. Faut faire un produit qui sert à quelque chose, et on le livre. Mais en fait, c'est assez compliqué en fait, quand on regarde ça. C'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui n'arrivent pas à cette deuxième partie. Et certaines qui n'arrivent carrément juste pas déjà à savoir ce qu'elles devraient faire.
Parce que tout simplement, en fait, à partir du moment où vous avez livré le produit, le risque associé à ce produit a disparu. Ça n'est plus un risque. Ça a été produit. Donc l'entreprise, elle n'est plus en train de faire un pari de combien d'argent elle a dépensé pour avoir des fonctionnalités. Elle sait qu'elle a dépensé tant d'argent pour avoir ces fonctionnalités. Donc, la stratégie de risque, elle est très différente. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif là, c'est pas de faire un travail de divination à l'arrache de à combien de pourcentage d'avancement on est, et donc faire une projection sur les 2 prochaines années de combien on va être dans la merde. Là, c'est de dire on valide, on supprime le risque le plus vite possible. Le plus vite possible, on enlève ce risque de l'entreprise. En gros, l'idée, c'est qu'au lieu d'essayer de traquer l'avancement, au lieu d'essayer de faire ces rapports d'avancement, on commence simplement en fait, à en faire l'expérience. Vous le livrez aux clients, les clients vous font un retour. Vous livrez la fonctionnalité suivante, les clients vous font un retour. Et résultat, tout le monde est dans la boucle. Et les personnes qui ont besoin de ces rapports d'avancement, au lieu de leur livrer un rapport qui de toute façon raconte un mensonge, je n'ai encore jamais vu un rapport d'avancement qui était vrai. C'est toujours arrangé, c'est catastrophique. Mais enfin, je veux dire, j'en ai fait pendant des années. Je sais très bien, oui, alors on va essayer de décaler 20% là, là. Alors en fait, ce truc ici, maintenant les journées, elles font plus que... maintenant les journées, elles font 8 heures, elles font plus 7 heures, comme ça, on dit... Non mais c'est n'importe quoi. Donc au lieu de livrer ça, en fait, à votre département marketing qui vous a commandé le truc, ben, vous leur livrez l'application. Vous leur montrez. Et vous savez quoi, les mecs, ils vont oublier de vous demander le rapport d'avancement. Parce qu'ils ont un machin en fait qui marche entre les mains, ils sont là, waouh. Ah, on pourrait pas changer ça? Bah oui, on peut le changer, il n'y a pas de problème. Eh ben, ils ont plus besoin de savoir à combien de pourcentage d'avancement ils sont sur la tâche 36B. Et si le jalon 85C est bien aligné avec cette même tâche. Ils n'en ont plus rien à foutre. Mais vraiment plus rien à foutre. Et là, vous avez des gens avec qui c'est très très simple de parler. Et quand on parle d'agilité, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle, c'est d'aller voir les gens, de leur dire « Tiens, voilà l'appli, dis-moi qu'est-ce que tu en penses ?» Pour ça, on fait pas trop d'un coup. Mais genre pas trop, pas trop. Ça sert à rien d'avoir des sprints de 2 semaines si votre cycle de release vers le client final, il est tous les 6 mois. Ça sert à rien. À part stresser tout le monde et faire chier tout le monde, ça sert à rien. À part perdre une journée de réunion toutes les 2 semaines, ça sert à rien. Et alors maintenant, il y a des gens qui vont dire oui, mais dans certaines industries, c'est pas possible, machin. Non, c'est toujours possible. Alors peut-être que effectivement, si vous êtes un constructeur de matériel embarqué, par exemple, vous construisez des vidéoprojecteurs, oui, vous n'allez pas vous amuser à livrer une nouvelle version de votre vidéoprojecteur toutes les semaines à vos clients. C'est un peu con. Par contre, vous pouvez tout à fait avoir quelque part la possibilité de mettre à jour le micro-logiciel d'un vidéoprojecteur qui est fourni à des équipes internes de l'entreprise qui peuvent elles-mêmes le tester, qui peuvent elles-mêmes interagir avec. Ne serait-ce que votre product owner, en fait. Normalement, c'est son taf. C'est son taf, en fait, de prendre la nouvelle version de ce qui a été développé, et de regarder et puis d'aligner, justement, avec ça. Parce que l'idée, en fait, derrière, là, c'est de dire des mensonges les plus petits possibles. On en dira toujours. Dès qu'on essaye d'estimer, on raconte un mensonge. Donc, autant essayer de réduire ce mensonge au strict minimum. Et c'est pour ça, en fait, que très souvent, moi, ce que je conseille aux équipes, c'est d'avoir des sprints d'un jour. Au moins, sincèrement, si la taille de votre sprint double, si ça faisait 2 semaines, vous passez à 1 mois. Chaud. Alors que si c'était une journée, ça passe à 2 jours. Bon. Je connais aucun product owner et aucun manager qui va freak out parce que sa fonctionnalité, elle a 1 jour de retard. Et si ça triple le temps, on passe à 3 jours. Ouf, incroyable. Avec un sprint de 2 semaines, on passe à 1 mois et demi. Là, vous avez des gens qui commencent un peu à freak out, justement. Parce que vous leur avez raconté un mensonge qui avait cette taille, et qu'avec le temps, eh ben, ça devient un multiple de cette taille initiale. L'idée là-dedans, c'est de réduire votre boucle de feedback. En fait, plus vous dérisquez tôt, et c'est ça votre nouvelle stratégie de gestion de risque, dérisquer au plus vite. Avoir un feedback du marché le plus vite possible. Avoir un feedback des BU le plus vite possible.
Au lieu de fournir des rapports d'avancement à vos différentes BU, vous attendez un feedback de la part de vos différentes BU sur ce qui a été fait. Et pour ça, il faut pouvoir mettre en prod en permanence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc c'est pour ça que pareil, là, me parler d'agilité alors que l'entreprise n'est pas capable de faire ça, ça sert à rien. Une boîte qui se dit agile et qui me regarde après dans les yeux et me dit oui, mais alors par contre on a des trains de release de 6 mois, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ça n'est pas être agile. Et en plus, des boucles de feedback, on en a plein dans notre industrie, on a cette chance. L'IDE en fournit déjà, on sait si on a fait une erreur. Le système de type en fournit. Le pair programming, travailler avec quelqu'un à côté, vous avez un deuxième cerveau, c'est une boucle de feedback très intéressante d'avoir quelqu'un qui est en train de travailler avec vous sur le même truc, quand même, c'est pas... Les tests unitaires, c'est une boucle de feedback. Vous êtes sûr que cette partie-là du code source, elle fait effectivement ce que vous lui avez demandé de faire. Vous avez dérisqué cette partie-là. Ben oui, c'est plus un risque. Vous n'êtes plus en train de vous demander est-ce que ça va marcher. Ça marche. En tout cas, d'après votre idée de ce que ça devait faire. Et ça limite déjà pas mal ces questions-là. Système métaphore, continuous integration, j'en ai déjà parlé. Le fait d'avoir un on-site customer, donc le fait d'avoir un product owner qui représente, qui doit donc pouvoir vous donner un feedback de la part du client, etc. Et tout ça, en fait, toutes ces boucles de feedback successives, ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est de se rendre compte que, basiquement, ce sont toutes les pratiques de l'extreme programming. Qui, en fait, est la seule pratique d'ingénierie logicielle agile, aujourd'hui. Parce que c'est la seule pratique d'ingénierie logicielle qui permet de diminuer le risque le plus vite possible. Sinon, vous êtes encore en train de faire du management à l'ancienne. Parce que vous êtes sur cette ancienne stratégie de gestion de risque qui est d'essayer de faire de la devinette. Et c'est tout à votre honneur, mais ça n'est pas de l'agile. Et surtout, le fait de savoir combien de temps ça va prendre, de commencer à avoir une idée de justement ce rythme, ça vient du fait que le logiciel est de très très bonne qualité. Ça vient du fait que lorsque on souhaite ajouter une fonctionnalité, modifier une fonctionnalité, on est dans un code source qui a été bien conçu, qui a une grande qualité intrinsèque. Et donc ce qui fait que on diminue les surprises du « ouais, je pense que ça va prendre 3 jours, mais en fait ça prend 2 mois ». Parce qu'en fait, quand on pense que ça va prendre 3 jours, on sait que ça va prendre 3 jours parce que le code source est bien branlé. Donc on tombe pas sur un truc, on se dit « ouh, j'ai marché dans de la merde ». Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation qui est de l'un de mes collègues qui dit en fait la qualité de demain et la productivité la qualité d'aujourd'hui et la productivité de demain. Mais c'est ça en fait. C'est que la qualité que vous mettez dans votre logiciel aujourd'hui, c'est ce qui vous permettra de continuer à être productif, voire d'être plus productif demain. Et donc c'est pour ça en fait que l'idée c'est vraiment de passer de cette vision de quel est le coût de créer, combien de temps ça a pris à de quoi notre utilisateur a besoin demain et comment est-ce qu'on leur livre le plus vite possible. C'est passer d'une logique de planification à une logique de priorisation. Et c'est ça le shift que toutes ces entreprises n'arrivent pas à faire et qui leur fait rater cet aspect de passer du projet au produit. Enfin, on est tous dans le même bateau. Alors ça, c'est un slogan publicitaire qui a été utilisé par Virgin America, une compagnie aérienne, et on comprend bien que dans un avion, on est tous dans le même avion. Et que s'il y a un mec qui fait de la merde d'un point de vue sécurité aérienne, tout le monde est dans la merde assez vite. Dans un projet, c'est à peu près la même chose. Le eux versus nous, j'en peux plus. Les managers versus les développeurs, ça me casse les couilles. Les gens techniques versus les non techniques, c'est une frontière qui n'existe pas. Il n'y a que des gens qui sont alignés dans l'intérêt d'un produit. Et c'est tout. Donc quand je vois notamment certaines compagnies qui ne font coacher que leurs managers ou qui limitent certaines réunions d'information que aux managers, je peux vous dire que cette organisation n'est pas agile. Cette organisation est hiérarchique. Elle essaye de se le masquer. Elle fait « non, non, vous ne me voyez pas, je ne suis pas hiérarchique ». Mais en fait, si.
Et c'est pour ça que pour moi, il n'existe pas de posture de manager agile. Vous pouvez être manager, mais reconnaissez que vous êtes en train de faire du taylorisme. C'est tout. Merde à la fin. Et c'est pas grave, le taylorisme a très bien fonctionné pendant des centaines d'années. Voilà en gros les 3 rôles que peut prendre un product owner dans une équipe. Ça c'est de John Cutler. Premier rôle, il agrège les demandes, les features, les tâches de la part de l'ensemble de l'organisation. Il centralise pour éviter que ça devienne un torrent de merde pour l'équipe de développement. Il nettoie et il fournit un canal à peu près utilisable à l'équipe de production. Deuxième façon de faire, le PM va être à l'origine des features et des idées à partir d'un objectif. Donc là, l'entreprise n'essaye plus de pousser ses fonctionnalités à tout prix. C'est le PM qui va prendre la responsabilité de construire les fonctionnalités qu'il estime, au vu du contexte business et de sa connaissance client, prioritaire. Alors ça, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Le vrai rôle, normalement, d'un product manager, ça devrait être celui-là. En fait, il ne prend plus de décisions sur les fonctionnalités, mais il fournit aux équipes techniques le contexte métier et financier pour permettre à l'équipe technique de prendre les décisions de quoi construire en suivant. Parce que ce qui part en production, c'est ce que les développeurs ont compris. Et ça, je sais, c'est difficile à entendre, mais c'est vrai. Et donc, si les développeurs n'ont pas compris un truc, vous pouvez être sûr que ce ne sera pas implémenté correctement. Et c'est pour ça que faire vos spécifications sans les développeurs, c'est une connerie. Vous êtes en train de jouer au téléphone arabe dans votre entreprise. Alors, ça peut être très rigolo quand on est enfant. Pour une boîte, généralement, c'est assez catastrophique. Empêcher les équipes de développement d'aller voir les BU pour lesquels ils travaillent, c'est de la merde comme idée. Vous devez les mettre en contact le plus possible, parce que ce qui va partir en prod, c'est ce que vos développeurs ont fini par comprendre. Et c'est pour ça aussi que si jamais vous n'êtes pas en train de taper sur un clavier avec vos 2 doigts pour écrire le code source du logiciel, ne venez pas dire aux gens comment taper avec leurs doigts sur un putain de clavier. Si jamais vous êtes un product owner, votre rôle n'est pas de donner votre avis sur les pratiques d'ingénierie de l'organisation. Vous n'avez aucune compétence là-dedans. Vous n'avez aucune compétence pour décider si jamais l'équipe devrait faire du pair programming, du test-driven développement ou quoi que ce soit d'autre. Vous n'avez aucune compétence pour prendre des décisions basées sur la conception du logiciel. Ce n'est pas votre putain de travail de venir dire à ces gens de comment travailler. Ils sont grands, c'est leur métier, c'est pas le vôtre. Moi, je ne viens pas essayer d'expliquer à mon dentiste qu'est-ce qu'il devrait faire quand je suis allongé sur son putain de fauteuil. Non, je pense que c'est pas la bonne fraise, là, j'aime pas trop celle-là. Non, mais on s'en fout. En gros, j'utilise souvent cette image, et je crois qu'il me reste plus beaucoup de minutes. Hein, genre, je suis déjà un peu en retard. L'image vraiment que j'essaye de laisser aux gens quand je parle de la posture à avoir, c'est celle-ci. Un product manager, c'est un copilote. C'est le mec qui prévient le pilote qu'il va y avoir un tournant dans machin, on va changer de terrain à tel moment, attention là, on risque d'aller un peu trop vite parce que je sais qu'il va y avoir. Mais les gens qui ont le volant et l'accélérateur, c'est l'équipe de développement. Parce que c'est eux qui sont finalement en contact avec cet objet technique qui est en train d'être créé. Donc c'est eux qui sont les plus à même de pouvoir prendre des décisions basées justement là-dessus. Le product manager, il est juste là pour donner le contexte de ce qui est en train de se passer autour. Et ensuite, vous vous arrangez pour avoir des développeurs qui ne sont pas complètement cons. Mais vous allez vous rendre compte, en fait, à partir du moment où on laisse à quelqu'un le volant, généralement, il n'a pas envie de se tuer en se prenant un arbre. Donc souvent, il devient assez responsable, en fait. Mais si jamais on n'arrête pas de lui prendre le volant des mains ou d'appuyer sur l'accélérateur à sa place, forcément qu'au bout d'un moment, il dit « bon, vas-y, amuse-toi, arrête de me casser les couilles ». Bien sûr qu'au bout d'un moment, il se désengage. Bien sûr qu'au bout d'un moment, il n'en a plus rien à foutre. Bon, donner de la confiance, pas déjouer. Enfin, je veux dire, merde, les recruteurs là, de développeurs qui viennent avec des baby-foot ou avec des bornes d'arcade
Mais enfin, sincèrement, vous allez me recruter parce que j'ai réussi à jouer à Mario Kart? C'est ça? C'est ça qui fait de moi un bon développeur? C'est ça qui va derrière vous permettre de juger que je suis capable de mettre en œuvre une conception logicielle de qualité? C'est que je sais jouer à Mario Kart? C'est que ça m'amuse qu'on me distribue des petits jouets, qu'on me fasse gagner des Legos? Alors, j'aime bien les Legos, mais pas en entretien et pas pour me recruter. C'est quoi ces idées de merde? Attendez, s'il vous plaît, donnez-nous votre mail, comme ça on va pouvoir vous spammer pendant 3 ans contre une boîte de Lego. Vous imaginez aller recruter des managers seniors avec ça? Eh ben non, bizarrement. Alors pourquoi est-ce qu'on infantilise comme ça ces gens? Moi j'aimerais bien voir ça, un congrès de médecine. L'hôpital qui arrive en disant « Hey, chez nous, on a une Xbox !» Et donnez-nous votre email, comme ça on vous fait gagner une boîte de Lego Mindstorm. Je vous rappelle que dans le Lean, il y a un principe qui s'appelle London, qui permettait en fait chez Toyota à n'importe qui de couper l'ensemble de la production de la boîte en cas de problème, parce qu'ils s'étaient rendu compte que s'ils corrigeaient un problème à l'avance dans la chaîne de production, ils ne produisaient pas des bagnoles qui avaient des défauts derrière. Ça paraît con, hein. Alors pourquoi à chaque fois qu'un développeur dit on est dans la merde, on lui dit ferme ta gueule et avance? Vous n'êtes pas agile. Et vu que j'ai plus le temps, vous irez chercher ce que ça veut dire le Hoshinkanri, mais c'est comme ça qu'on scale. C'est pas en faisant des scrums de scrum, par pitié. Merci à vous et très bonne journée.